L'onchocercose est un problème de santé publique au Cameroun. C'est 6 millions de la population qui en souffrent sur les 26 que compte le pays. Encore appelée maladie cécitante, en Afrique, 37 millions de la population est affectée par cette maladie. Nous allons dans ce nouveau numéro de Check-up vous apporter d'amples informations avec l'expertise d'un chercheur. Le temps pour moi d'aller le retrouver, je vous demande de vous installer. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine de la santé qui ce soir est consacré à la lutte contre l'onchocercose qui touche toutes les 10 régions du Cameroun et reste une préoccupation de santé publique. Aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, le ministère de la Santé et ses partenaires luttent contre cette maladie endémique dont 10 millions de la population vivent dans des zones à risque. Pour vous édifier, pour faire le point sur cette maladie, nous recevons sur ce plateau un chercheur, le professeur Joseph Camio. Professeur, bonsoir. Bonsoir Mireille et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Alors, c'est depuis plus de 20 ans, professeur, que vous êtes investi dans la lutte et dans la recherche contre la maladie, l'onchocercose aujourd'hui, qui est appelée encore cécité des rivières. D'ailleurs, c'est même quoi, si vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs, c'est quoi l'onchocercose? L'onchocercose, c'est une maladie parasitaire qui est due à un parasite qu'on appelle Onchocerca volvulus. C'est une maladie qui est transmise par la piqûre de mouches noires qui s'appellent simuli. On appelle ces mouches noires communément moudmout dans certaines zones endémiques. Alors aujourd'hui, l'onchocercose est connue beaucoup plus sous l'appellation cécité des rivières et affecte beaucoup plus la population africaine. Pourquoi ? On appelle l'onchocercose encore cécité des rivières parce que le vecteur de l'onchocercose, la simuli, comme je l'ai dit, se développe dans les cours d'eau à débit rapide. Ces simuli vont pondre leurs œufs sur les supports végétaux qui flottent sur ces cours d'eau et ces œufs vont muter pour devenir des simuli adultes qui vont sortir donc pour piquer les populations le long des cours d'eau et prélever la maladie, les microfilaires chez les malades, mûrir ces microfilaires et les transmettre à d'autres populations. Et c'est pour ça qu'on appelle encore l'onchocercose cécité des rivières. Alors, cécité des rivières, parce que quand j'entends le mot cécité, ça renvoie aux yeux, à l'œil. Exactement. Cécité parce que les signes cliniques de l'onchocercose vont se manifester essentiellement au niveau de la peau. Oui. Et au niveau des yeux. Au niveau de la peau, on va avoir la gale filarienne, on va avoir la dépigmentation prétibiale ou encore la peau de léopard. Et au niveau des yeux, on va avoir une diminution de la vue et qui peut progresser jusqu'à la cécité. Et c'est pour ça donc qu'on appelle cette maladie également cécité des rivières. Alors pourquoi avoir décidé, professeur, de vous lancer dans la lutte contre cette maladie et pas une autre? Alors l'histoire commence à Ocus. Oui. Alors quand j'étais au Ocus, notre directeur qui s'appelait Pierre Carteret m'a convoqué à son bureau et m'a dit qu'il y a une équipe de l'OCR qui devait travailler sur la cécité dans la région du centre. Et pour travailler sur la cécité, je devais faire l'étude de la prévalence et des causes de cécité. Et l'une des causes de la cécité, telle que je l'ai décrit dans ma thèse de médecine, était l'onchocercose. Et donc j'ai terminé ma thèse sur la cécité, ayant déjà travaillé un peu sur l'onchocercose, puisque chez les aveugles, je devais palper la peau pour rechercher les nodules onchocerciens, et donc j'ai pu déterminer que certains des aveugles dans la région du centre étaient dus à l'onchocercose. Et lorsque j'ai terminé ma thèse, puisqu'on ne nous affectait pas très rapidement après la thèse de médecine, je suis reparti retrouver l'équipe de l'OCR au sein de laquelle j'avais fait ma thèse
pour leur dire, voilà, je suis là, j'attends l'affectation, mais si vous avez d'autres travaux de terrain, nous pouvons y aller. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans cette équipe. Et cette équipe qui devait rentrer en France, quand ils partaient, ils m'ont envoyé au Centre Pasteur, et j'ai retrouvé au Centre Pasteur une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement, dont la thématique principale de recherche était l'onchocercose. Et c'est à ce moment que votre amour pour la lutte, je peux le dire ainsi, votre amour pour la lutte contre cette maladie-là est né. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer une fois vos recherches effectuées pour l'implémentation des résultats? Alors, l'onchocercose, c'est une maladie qui fait partie des maladies tropicales négligées. Les maladies tropicales négligées sont des maladies qui n'intéressent pas beaucoup l'industrie pharmaceutique, qui n'intéressent pas beaucoup les chercheurs. Ou les gouvernements? Les gouvernements, bien sûr, ça les intéresse puisque les populations sont concernées et donc, dans tous les cas, les gouvernements doivent être concernés. Mais les grands laboratoires ne sont pas très concernés par les maladies tropicales négligées parce que le marché n'existe pas. Le marché est restreint, puisque c'est beaucoup plus l'Afrique qui est affectée. C'est beaucoup plus l'Afrique, Mireille, et ça concerne les villages. Ce sont les populations villageoises, on les appelle les malades du bout de la piste. Donc pour trouver ces malades, il faut aller jusqu'au village pour les trouver. Et ce sont en général des zones démunies. Donc si un laboratoire développe un médicament et qui veut vendre pour l'onchocercose, il va avoir du mal à vendre ce médicament parce que les populations n'auront pas d'argent pour se soigner. Donc c'est une maladie véritablement de la pauvreté. Et donc il y a très peu de recherche aussi dans l'onchocercose. Et donc quand j'y suis arrivé, bon voilà, j'étais déjà un passionné de la recherche parce que j'avais déjà beaucoup lu lors de mes études médicales sur la recherche. Et donc lorsque j'ai retrouvé l'onchocercose et lorsque j'ai découvert cette situation, parce que au début de ma carrière, quand j'ai intégré cette équipe de l'Institut de recherche pour le développement, je suis allé à Bafia, dans la vallée du Mbam, pour travailler sur l'onchocercose, et j'ai vu les conséquences graves de l'onchocercose. Je retrouvais des jeunes filles dont la peau était complètement détruite par l'onchocercose. Dans toutes les familles, il y avait au moins un aveugle. Il y avait au moins un épileptique dû à l'onchocercose. Et donc j'étais complètement débité. Et donc, vu les conséquences de cette maladie, je me suis accroché à la recherche et à essayer de trouver des solutions pour la lutte contre l'onchocercose. Alors, est-ce que l'implémentation a été facile, professeur, pour faire accepter vos recherches, non seulement au gouvernement, au ministère de la Santé et aux autres firmes pharmaceutiques? Alors, notre recherche sur l'onchocercose concernait même d'abord l'étude de la distribution de l'onchocercose. Parce que c'est une maladie dont la lutte, nous allons en parler tout à l'heure, est basée sur la distribution de masse du médicament. Donc dans les communautés endémiques, tout le monde doit prendre le traitement. Alors pour entamer la lutte, il faut d'abord déterminer les villages où l'onchocercose est endémique. Et donc une partie de nos travaux était d'aller dans ces villages, de sélectionner des gens, de les examiner pour étudier la prévalence de la maladie. Et donc tout ce travail de cartographie que nous avons réalisé avec d'autres équipes a permis de dresser la carte de distribution de l'onchocercose au Cameroun. Et cette carte a permis au ministère de la Santé, à l'Organisation mondiale de la santé et tous les autres partenaires de pouvoir organiser une lutte rationnelle contre l'onchocercose. Alors, vous venez de parler du ministère de la Santé, de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et des autres partenaires de pouvoir organiser la lutte. Et puisqu'on parle de la lutte contre l'onchocercose, alors, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec tous ces partenaires-là, ministère de la Santé, OMS, vous en tant que chercheur et avec votre centre, ça se passe comment? Alors, j'ai toujours travaillé comme conseil scientifique au programme national de lutte contre l'onchocercose. Donc, les résultats que nous avions, en fait,
très souvent, les besoins étaient exprimés par le ministère de la Santé, parce que lors de la lutte, il y a eu des difficultés. Et ces difficultés devaient être résolues par la recherche. Je vais prendre l'exemple des effets indésirables qui arrivaient après la distribution du Mectizan. On ne savait pas pourquoi est-ce qu'il y avait ces effets indésirables. Il a fallu travailler pour trouver pourquoi est-ce que certains patients avaient des effets secondaires lorsqu'ils prenaient le Mectizan. Et nous avons donc pu déterminer que ces effets secondaires étaient dus à l'infection par une autre filière qui s'appelle la loase. Et nous avons également travaillé pour la meilleure stratégie de traitement de ces effets indésirables. Et aujourd'hui, la lutte se passe plutôt bien sur l'ensemble du territoire national. Et avec vos partenaires, donc vous êtes un consultant du ministère de la Santé et un consultant également de l'OMS. Est-ce que vous avez de nouveaux partenaires qui vous accompagnent dans vos recherches et dans la lutte contre cette maladie, à part l'OMS et le ministère de la Santé? Alors, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé depuis le tout début, avec l'OMS également, mais sur un plan mondial, il y a beaucoup de partenaires de la lutte contre l'onchocercose. Il y a des ONGD américaines qui travaillent également sur l'onchocercose. Aux États-Unis, il y a la Task Force for Global Health avec qui nous travaillons et qui sont des partenaires, mais pour ce qui concerne la lutte de façon globale, nous avons non seulement ces stratégies de lutte contre l'onchocercose, mais comme nous allons en parler tout à l'heure, il y a une diversification de la recherche au sein de notre institution qui fait que sur ces dernières années, nous avons multiplié beaucoup les partenaires pour pouvoir contribuer à la science dans notre pays. Alors, vous parlez de la recherche sur votre institution. On sait que vous avez mis sur pied le centre de recherche pour les maladies tropicales négligées et autres filarioses que vous avez muté aujourd'hui, qui est passé, qui est devenu Institut supérieur de recherche scientifique et médicale. Alors, professeur, pourquoi cette mutation? Pourquoi ce changement? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons mis en place le laboratoire, au début le centre de recherche sur les filarioses, avec l'appui d'une organisation américaine qui s'appelle Mectizan Donation Program. Et le but principal, c'était de travailler sur les effets secondaires, comme je vais l'expliquer. Et jusqu'en 2015, nous ne travaillions que sur ces effets secondaires sur l'onco et sur la loase. Et à partir de 2015, nous n'avons pas arrêté, mais Mectizan Donation Program a arrêté tous les financements dont nous bénéficions auprès de cette organisation et nous a instruit, enfin, nous a conseillé de travailler avec d'autres partenaires et nous avons donc diversifier nos thématiques de recherche pour prendre en compte cette situation et c'est pour ça que nous ne pouvions plus rester sur le nom des filières. Nous avons dénommé notre institution Institut supérieur de recherche scientifique et médicale qui va maintenant englober plusieurs autres maladies infectieuses et nous allons pouvoir recruter des jeunes chercheurs d'ici et d'ailleurs pour pouvoir contribuer à la recherche sur les maladies infectieuses. Et puisque vous parlez de jeunes chercheurs, moi-même j'y ai fait un tour de ce côté-là et j'ai vraiment retrouvé sur place des jeunes chercheurs et comme vous l'avez dit, on faisait également des recherches sur la Covid-19 aujourd'hui, sur les différentes mutations du virus de ce côté-là. Donc, professeur, je vais vous inviter à suivre le reportage que nous avons réalisé dans ce centre-là et on revient juste après. Elle a fait des victimes dans plusieurs localités du Cameroun et continue même aujourd'hui. L'onchocercose, encore appelée cécité des rivières, est une maladie parasitaire causée par le ver filaire. L'onchocercose au Cameroun est dans une situation de fin de l'épidémie. Actuellement, nous sommes en train de faire des études dans tout le pays que nous appelons des enquêtes
des enquêtes de transmission pour savoir quelle est la situation réelle, au-delà de l'impression que nous avons. Déjà, je dois dire que tout le pays est concerné, mais s'il s'agit des régions les plus affectées, nous allons citer la région de la Damawa, la région du littoral, la région du centre. La maladie n'a pas laissé le professeur Joseph Camignon indifférent. Il en a fait son cheval de bataille et pour plus d'efficacité, il a mis sur pied le centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales. Aujourd'hui, le centre a changé de dénomination et est devenu Institut supérieur de recherche scientifique et médicale qui se dresse fièrement au quartier Fouda à Yaoundé. Le personnel est constitué de jeunes médecins et chercheurs. Dans les laboratoires, les tâches sont bien distinctes et chacun sait ce qu'il a à faire. Ici, nous sommes au laboratoire de parasitologie et on fait plusieurs examens, notamment la recherche des microfilets dans les filarioses ou bien les œufs des parasites dans les schistoses et des infections intestinaux. Actuellement, nous sommes en train de lire les lames pour le diagnostic des parasitos. Dans le cadre de ma thèse, comme je vous l'ai dit précédemment, je travaille sur l'étude de la structure génétique des populations de simili impliquées dans la transmission de l'onchocercose, communément appelée la cécité des rivières. Là, je suis en train de préparer la librairie pour préparer les composants qui seront séquencés par la suite. Quand je parle de composants, je parle de l'ADN, avec les bouts francs, les codes barres pour pouvoir distinguer les différents échantillons. Et donc, ce qui permettra enfin de pouvoir séquencer et séparer les échantillons de manière à identifier quelle séquence d'ADN vient de quel échantillon, qu'on pourra par la suite identifier et répartir en fonction de la zone où l'échantillon a été collecté. Précédemment, actuellement, nous sommes sur un projet de caractérisation des variants en circulation au Cameroun, des variants du Covid. Donc là, nous avons une machine, un ordinateur, qui nous permet de programmer la manip d'amplification que nous voulons faire en fonction du type de parasite à détecter. Donc après fragmentation des cellules et extraction de l'ADN, nous préparons donc la manip sur ce dispositif pour pouvoir opérer à l'amplification. Mon master porte sur les analyses moléculaires sur les simili qui transmettent l'onchocercose. Ici, nous avons les appareils pour faire l'extraction mécanique d'ADN. Là, c'est l'appareil Precilis 24 où nous faisons les extractions. Aujourd'hui, il enseigne également dans cette faculté qu'il a formée et le travail abattu ne passe pas inaperçu. Des reconnaissances, il en a, tant de ses pairs que des organismes internationaux, dont le dernier en date est celui du prix Christophe Mérieux. Avant cela, il a reçu un prix de l'Agence universitaire de la francophonie et un autre de la Banque islamique de développement, toujours pour ses recherches. Le professeur Camignon est un de nos plus brillants étudiants de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Je l'ai connu en 1986 parce qu'à l'époque j'étais responsable du pavillon pédiatrique de l'hôpital central où il venait donc faire ses stages. Et ce qui m'avait frappé déjà à l'époque, c'était sa grande assiduité et son grand dévouement et son sérieux. C'est vraiment quelqu'un de sérieux dans sa vie. Et je n'ai pas été étonné de le voir soutenir sa thèse de doctorat sur la mycofilariose et les effets du traitement chez des populations qui recevaient ce traitement de l'ivermectine dans la région du MAM. Et depuis lors, je dois dire que sa progression, son parcours est absolument fulgurant. Il est fulgurant, il est devenu professeur agrégé du CAMES, puis après il est devenu
chef de département de médecine de santé publique à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Il est devenu vice-doyen de la même faculté et aujourd'hui il a créé quelque chose d'absolument original. C'est cet institut de recherche médicale sur les maladies tropicales qu'il a vraiment bâti de ses mains, avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Mais ce qui est extrêmement important, c'est le rayonnement qu'il a permis à notre école d'avoir à l'extérieur, parce qu'il est un des grands spécialistes de l'onchocercose et de la loase en Afrique et dans le monde. Et au point qu'aujourd'hui, il a pu se faire distinguer par ce prix absolument remarquable et unique dans le monde, le prix Mérieux. Je dois dire qu'il nous honore, nous, le groupe des maîtres qui l'ont formé et de tous les étudiants qu'il a formés. C'est vraiment un grand, grand honneur pour nous de l'avoir eu comme étudiant, de l'avoir eu comme enseignant et de le voir devenir aujourd'hui lui-même un grand maître reconnu par toute la communauté scientifique mondiale. L'Institut aujourd'hui est spécialisé dans la recherche et la formation. Et ce que vous venez juste de voir là, c'est des évaluations qu'on fait pour la prise de décision de la lutte contre l'onchocercose. Donc là, on a fait une évaluation sur la plateforme immunologie et on a fait un test rapide pour pouvoir voir si l'infection se poursuit dans la zone. En dehors de ça, nous travaillons avec le ministère de la Santé, l'OMS, pour pouvoir prendre des décisions sur la lutte contre les filarioses de façon générale. Nous développons des stratégies alternatives sur la base de ces résultats-là pour pouvoir trouver des moyens pour accélérer l'élimination des différentes maladies dans la sous-région, au Cameroun, dans la sous-région. Et on apporte justement notre expertise aux autres pays pour pouvoir faire la cartographie des maladies, pour pouvoir développer toutes ces différentes stratégies de lutte. Le professeur Joseph Camio a des journées bien chargées, mais trouve tout de même du temps pour accompagner ces jeunes dans leurs travaux et n'hésite pas à coordonner des réunions et autres échanges. Donc on va continuer. Il va y avoir la salle de conférence pour pouvoir faire une réunion qui est plus administrative que scientifique. Précisons tout de même que le professeur Camio est un chercheur, celui-là qui a révolutionné la prise en charge de l'onchocercose au Cameroun en mettant sur pied le programme Test Entruite. Camio, tout de suite, je souhaite dire qu'il est dans la lutte contre l'onchocercose. Ce qu'on sait du docteur Eugène Jameau dans la lutte contre la maladie du sommeil. En fait, il est l'un des pionniers. Créteau, je crois que c'était dans les années de 1996, peut-être 2 ou 3 ans après la sortie de l'école, il a participé aux premières campagnes de méta qui ont permis de dresser la cartographie de cette affection au Cameroun. Et c'est cette donnée de base qui a permis de développer tout ce programme et toutes les actions qui ont été faites dans l'onchocercose dans d'autres pays. Et que dis-je, comme fait d'armes, ce que je voudrais quand même mettre en relief, il y a à peu près 20 ans, je crois que c'est dans les années 2003, ces traitements de masse nous préoccupaient. Nous préoccupait le pays tout en général parce que malgré l'intérêt qu'on avait, on avait par-ci par-là des effets indésirables graves et parfois même quelques décès liés à cette distribution de masse de médecins. Et on se posait la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Donc c'est encore le professeur Camio qui est rentré dans la recherche scientifique, a développé des dispositifs pluriels de recherche scientifique
qui ont permis de constater que, attention, c'est les malades qui sont co-infectés avec une autre filaire qu'on appelle l'oie, classiquement nous disons la loise, qui faisait ces effets indésirables graves. C'est face à ça qu'il est rentré dans la recherche et il a développé une stratégie, une façon de faire qui aujourd'hui a été exportée dans plusieurs pays, la stratégie test en crite. Mais en dehors de ça, je dois dire qu'il a formé beaucoup de jeunes chercheurs sur cette question. Il a une grosse équipe qu'il a formée, c'est-à-dire pour la pérennité. Et cette stratégie a été exportée dans beaucoup de pays. Voilà, retour sur ce plateau après ce reportage. Le professeur, on a écouté dans le reportage le professeur Tedani Ekwe qui nous a révélé qu'il a été votre enseignant et qui ne dit que du bien de vous. On a également vu dans le reportage le docteur Serge Bilon qui est le coordonnateur du programme national de lutte contre l'onchocercose qui ne dit que du bien de vous. Et ce qui nous a frappé, c'est ce bâtiment flambant neuf avec du matériel de pointe et bien entendu des jeunes chercheurs. Alors, professeur, est-ce que ça a été facile pour vous de réaliser tout ceci et ça, quelle a été la durée? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été un fleuve tranquille. Oui. Nous avons entamé le centre de recherche sur les filarioses en location et de fil en aiguille, avec le soutien du programme de donation Mectisan, avec le soutien de plusieurs autres partenaires, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Task Force for Global Health, l'Institut de recherche pour le développement, l'USAID, plusieurs autres organismes, nous avons pu mettre en place ce centre de recherche que nous estimons être la graine de la recherche dans notre pays. Peut-être dans la sous-région également, pourquoi pas? Peut-être dans la sous-région également, oui. Oui. Nous avons été très ambitieux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes très, très satisfaits d'avoir pu donner, d'avoir pu offrir à ces jeunes chercheurs cet instrument de travail qui va véritablement leur permettre d'éclore leur génie. Alors, l'inauguration est prévue dans combien de temps? Parce que sur place, on a vu des manœuvres encore qui s'activaient. C'est vrai qu'il y avait des espaces qui étaient pratiquement terminés. L'inauguration est prévue pour le 1er juin 2022. Le 1er 2023 2023, pardon. Voilà, nous sommes en 2023, professeur. Oui, c'est une erreur qui n'est pas anodine. C'est que 2022 Voilà. restera une année chargée d'histoire pour vous parce que c'est en 2022 que vous avez reçu le Grand Prix Christophe Mérieux. Oui. Donc, on y reviendra. Revenons d'abord à l'inauguration, professeur. Alors, l'inauguration, c'est le 1er juin 2023. Oui. Et cette inauguration sera présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, représentant le professeur Gerfa Mendongo, oui. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui représentera le Premier ministre, chef du gouvernement. Et je voudrais ici exprimer toute notre satisfaction, nos remerciements au gouvernement camerounais pour l'ensemble du soutien dont nous avons toujours bénéficié. Et cette inauguration se passera également avec le docteur Alain Mérieux, qui est président... Christophe Mérieux ou Alain Mérieux? Alain Mérieux, il s'agit du docteur Alain Mérieux, oui. qui est donc le président de la Fondation Mérieux, qui attribue donc chaque année le prix Christophe Mérieux. Alors, ce sera un grand honneur pour vous, quand même, professeur, de recevoir Alain Mérieux au Cameroun, en Afrique, pour prendre part à l'inauguration de ce centre. Ce sera un grand honneur. C'est un grand honneur pour moi, pour, j'estime, l'ensemble du Cameroun,
parce qu'il nous a promis, lors de la remise des prix à l'Institut de France, qu'il sera au Cameroun. Et il a respecté la parole. Il va venir assister donc, à l'inauguration de l'Institut supérieur de recherche scientifique et médicale. Alors, revenons sur ce prix Christophe Mérieux, professeur Joseph Camio. C'est quand même un prix qui a une portée internationale. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, en tant que chercheur, d'être sélectionné parmi les milliers de chercheurs qu'on a dans le monde? Alors, ça m'a fait naturellement énormément plaisir. Hein. J'ai été très très content de recevoir le prix Christophe Mérieux, parce que quand je regarde derrière, je vois tout le chemin parcouru, toutes les pistes de ce pays que j'ai parcouru pour aller à la recherche des malades, pour essayer de trouver des solutions à la lutte contre l'onchocercose, pour soigner des malades. Ça a été une grosse satisfaction. Et je pense que c'est une grosse satisfaction. J'allais oublier ce bâtiment flambant neuf que vous avez visité est également le fruit du prix Christophe Mérieux. Wow. Parce que ce sont les financements de ce prix qui nous ont permis véritablement d'achever, ou en tout cas d'arriver à ce stade avec l'immeuble de l'Institut supérieur de recherche scientifique et médicale. Alors, professeur Joseph Camio, nous ne pouvons pas vous avoir sur ce plateau et ne pas aborder la question de stratégie, surtout de prévention, de stratégie de lutte et prévention de l'onchocercose au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'entende plus parler de malades qui souffrent d'onchocercose ou encore des personnes devenues aveugles à cause de cette maladie? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la lutte contre l'onchocercose est basée sur la distribution du mectisant dans les communautés endémiques. Nous demandons à toutes les populations de ces zones endémiques de prendre chacun le mectisant chaque année. Ce médicament est gratuit. Tout ce qu'on demande aux populations, c'est de prendre ce médicament. Parce que lorsque ces populations avalent les comprimés de mectisant, ça tue toutes les filaires qui sont dans la peau. Ce qui fait que le vecteur qui va venir ne va pas pouvoir prélever les microfilaires pour distribuer aux autres populations. Et donc tout le monde doit pouvoir prendre le mectisant pour éviter la transmission de cette maladie. L'autre volet, c'est la lutte antivectorielle. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les moutmout pondent leurs œufs sur les supports végétaux et en ce moment, nous sommes en train de développer une stratégie de lutte antivectorielle qui consiste à détruire le long des cours d'eau les supports de ponte de simili pour diminuer la densité vectorielle et ainsi diminuer la transmission de la maladie. Nous avons des résultats très intéressants dans la vallée du Mbam et dans le Nyon-Ekele, et nous espérons pouvoir étendre également cette stratégie de lutte contre l'onchocercose pour enfin pouvoir débarrasser notre pays de cette maladie endémique. Et c'est sur ce, professeur, que nous allons mettre un terme à cet entretien et nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent, professeur Joseph Camio, dans la lutte contre cette maladie et surtout dans la recherche. Aujourd'hui, la recherche s'étend à toutes les pathologies, plus seulement à l'onchocercose et maladies tropicales négligées. Nous avons vu des jeunes que vous formez. C'est la relève aujourd'hui de ce côté-là, du côté de Yaoundé. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs sur la question de la lutte contre l'onchocercose, professeur Joseph Camio, et bonne continuation. Merci, je vous remercie. Voilà, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Check-up qui était consacré à la lutte contre l'onchocercose. Avec notre invité, vous avez pu apprendre davantage sur les avancées dans la lutte et surtout comment se prémunir de l'onchocercose. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, faites-nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans.
Vous pouvez également nous faire des suggestions de thèmes d'émission à aborder. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canadien international qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.